Allô, bienvenue à Crime de Bin. On n'a pas pu enregistrer d'épisode parce que toute la famille a la gastro. Et oui, gastro familiale chez les Thompson-Castonguay. Vous comprendrez que j'ai dit à Mel de se tenir loin de nous pour quelques jours. Mais mes chers Bin, je ne voulais pas vous laisser sans épisode. Alors, je vous offre un épisode exclusif Patreon qui est normalement disponible que pour les Bin de luxe. Ça va vous donner une idée de ce que vous manquez à ne pas être abonné à notre Patreon. On y sort un épisode du genre chaque mois et il y en a une quarantaine en backlog. Donc, vous pouvez les binge-écouter dès que vous vous abonnez. Vous allez voir dans celui d'aujourd'hui, parfois on se permet de sortir un peu de notre carcan habituel sur Patreon. J'en dis pas plus. Et ne vous inquiétez pas, nous serons de retour avec le dernier épisode régulier avant notre pause estivale le 29 juin. Bonne écoute! Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré. C'est dommage serein. Oui, hein? Wow. Allô, Hélène! Allô, Mel! C'est ça. C'est ça. Allô! Allô, les Patreons! Ouais, on fait un Patreon? Ouais, c'est un Patreon. OK. Allô, Patreon! Oh, tabarouette. On n'a pas prévu de potin ou de... Non. Attends, j'en ai peut-être un. On est super préparés, comme d'habitude. Ah, tu vas garder ça dans le montage? Peut-être. Ou le couper. Mon texte, il est où? Attends, là. Ah, OK, j'ai deux. Non, c'est bon. J'ai deux. J'avais deux. OK. Oh, OK. Attends, je pense que j'en ai un pour vrai. Fait qu'on a-tu un potin? Quelque chose à dire avant ton histoire dégueulasse? C'est la seule information que j'ai donnée à Hélène cette semaine. Oh. Elle m'a demandé, t'as-tu mal au cœur? Ton niveau de mal au cœur en ce moment? Tu veux-tu quand même que je dise mon potin sur Saint-Jérôme? J'ai une bonne nouvelle sur Saint-Jérôme. Ah ouais? Ouais. Ou on la garde... Parce que si ton histoire est dégueulasse, on peut le garder pour la fin. Ah, OK, je vais vous le dire après. Okay. Bon. Mon histoire est dégueulasse aujourd'hui. Faut que je fasse une petite introduction, OK? Parce que je vais peut-être frustrer des gens. Parce que tu sais que le cœur de Crime de Bin, c'est les histoires canadiennes et québécoises. Ouais. Et là, j'ai fait l'inacceptable. J'ai écrit une histoire américaine. Oh my God! Écoute, j'ai eu une grosse semaine. Puis là, on vient d'enregistrer les deux épisodes sur la Polytechnique qui parle de féminicide. Et là, moi, on s'entend que j'ai travaillé tout le mois de janvier sur la Polytechnique. Puis, j'avais dit dans un des épisodes, je pense le deuxième qui n'est pas encore sorti, j'avais mentionné que j'allais faire le cas qui est lié à ça. Ouais. Un autre féminicide. Que je vais faire, c'est juste que cette semaine, ça me tentait vraiment pas de me remettre là-dedans encore. Je comprends. Puis là, il y a quelqu'un qui nous a écrit, Jessie, pour nous suggérer l'histoire d'un homme qui s'appelle Joe Metheny. Mm-hmm. Et l'histoire est tellement abracadabrante, je dirais, que ça me tentait vraiment de faire celle-là. Puis là, j'en ai parlé avec mon conjoint, puis là, je dis jamais ça, avec Andrew. Puis là, je dis, ben là, je peux pas faire ça parce que... Puis Andrew, très terre à terre, il m'a dit d'un ton très drabe, il dit, mais qu'est-ce que ça fait? Fait que voilà, son argument m'a convaincu. Et ça reste notre podcast, là, on fait ce qu'on veut, là. On peut faire des exceptions de temps en temps, surtout pour des bonus, là. Voilà. Fait que, come at me, écoute, je l'ai faite. Fait que voilà, une histoire américaine de Baltimore. Je pense qu'un des points pourquoi on voulait faire québécois-canadien, c'était pour faire des épisodes proches de chez nous, ça touche plus le monde. Oui. Puis les cas américains, on les a entendus, dans d'un million d'autres podcasts. Mais c'est ça, fait qu'à un moment donné, c'est le fun de faire des histoires qu'on connaît moins, ou qui ont pas été faites 1000 fois dans d'autres podcasts. Là, exact. Okay. C'est un très bon point, Hélène. C'était ton idée, d'ailleurs, de faire du québécois-canadien. C'est ton idée, le podcast au complet, faut le dire. Le nom, Moi, je suis comme, oui. Voilà.
Donc, aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Joe Metheny, OK. qui est pas québécois, pas canadien. Il est baltimoreois. Baltimorien? Baltimoreois? Je sais pas. Il vient de Baltimore. Baltimore. Donc, C'est où, Baltimore? dans le Maryland. Demande-moi pas c'est où, je sais pas. Moi non plus. Attends, j'allais dire, je vais le googler, mais genre, ça me tente pas. Donc, merci Jessie si tu nous écoutes pour la suggestion. Sinon, je vais y envoyer l'épisode. OK. Donc, l'histoire va comme suit. Si vous avez le cœur sensible, je vais vous dire à quel point arrêter, ça vient vraiment plus loin dans l'histoire. Le bout de dégueulasse. OK. OK? Ouais, si vous êtes enceinte puis vous avez des nausées. Pas le best épisode. Ben, pas tout de suite. Parce que, bref. Okay. Je vais arrêter de parler de l'épisode puis je vais rentrer dedans. Ça me gosse les podcasts qui font ça, qui parlent pendant une demi-heure. Puis après ça, j'ai cliqué sur l'histoire pour écouter l'histoire. Bon. Joseph Roy Metheny naît le 2 mars 1955 à Baltimore, dans le Maryland. Il a 5 frères et sœurs. Son père, c'est un alcoolique qui est connu pour être dépressif et très absent. Quand Joe il a 6 ans, son père il meurt dans un accident de voiture en Virginie. Sa mère est comme, à ce moment-là, obligée de subvenir. Elle a 6 enfants à gérer. Oh donc, my God, c'est 6 ça. enfants. Elle multiplie les jobs. Elle est serveuse, barmaid, puis elle est aussi conductrice d'un food truck. Nice. Elle passe peu de temps à la maison. Elle s'occupe pas vraiment de ses enfants. Ils doivent comme se débrouiller seuls. Tu sais, c'est le cas classique des plus vieux s'occupent des plus jeunes. Je sais pas, Joe, il est où dans le... Ouais, s'il était dans les plus vieux ou dans les plus jeunes. J'ai pas trouvé l'information. Donc, voilà. La mère de Joe, elle affirme quand même que ses enfants, tu sais, elle avait 3 jobs pour une raison. Là, je veux dire, elle les aimait, ses enfants, puis ils n'ont jamais rien manqué. Il y a toujours eu de la nourriture sur la table. Une enfance plutôt normale, qu'elle a dit. Puis elle dit que les enfants, oui, étaient un peu livrés à eux-mêmes parce qu'elle n'était pas là, mais enfance quand même correcte. Joe, lui, il a comme vraiment pas la même version que sa mère. OK. Sur plusieurs choses, d'ailleurs. Il affirme que son enfance a été traumatisante puis qu'il a été balancé d'un foyer d'accueil à un autre puis d'un système d'aide sociale à un autre. Ah, OK. Sa mère, elle a contesté ces affirmations-là puis elle dit qu'il n'a jamais été placé en famille d'accueil. Il a juste passé du temps dans différentes maisons de membres de la famille ou d'amis. Ah, OK. Mais tu sais, des fois, les enfants, ils n'ont pas la même version des faits, les mêmes souvenirs. On ne sait pas qui dit vrai. Mais tu vois qu'il y a quand même un petit pattern de... On ne sait pas qui ment. Il y a des mensonges là-dedans. Joe, il a aussi essayé de dire plus tard que sa mère était morte. Il disait ça en entrevue. Ah. Elle n'était pas décédée du tout. OK. Même que les médias l'ont trouvée, l'ont interrogée. C'est pour ça qu'on a sa version des faits à elle. Mais encore là, pour montrer que... OK. Bon, ben tu vois, ça dans l'affaire des maisons d'accueil, j'aurais tendance à croire sa mère. Voilà. En 1973, lorsque Joe a 18 ans, il s'engage dans l'armée. Il est d'abord stationné en Allemagne. Selon les dires de Joe, après avoir été en Allemagne, il est envoyé au Vietnam où il a participé à la guerre dans une unité d'artillerie. Et c'est là qu'il développe apparemment une très grande dépendance à l'héroïne. Ça aussi, par contre, ça semble être un mensonge parce que il s'engage dans l'armée en 1973. Ensuite, il y a des procédures. Je veux dire, t'envoies pas sur un terrain dans une guerre live. Il faut que tu passes par un camp d'entraînement, un entraînement au combat, puis après ça, t'es déployé. La guerre du Vietnam, elle s'est terminée en avril 1975. Ça veut dire que Joe, il serait allé au Vietnam comme vraiment à la fin de la guerre. Comme, on sait pas si c'est vrai ou pas. En gros, toute implication directe au Vietnam se terminait ou était déjà terminée au moment où lui serait allé là-bas. Le fait qu'il ait combattu dans l'unité d'artillerie semble un peu tiré par les cheveux. Même que sa mère, elle a déclaré qu'elle se souvient même pas qu'il ait servi au Vietnam. Mais à ce moment-là de leur vie, Joe et sa mère, ils n'étaient pas en contact vraiment. Ils se parlaient pas beaucoup, donc on sait pas si c'est vrai ou pas. OK. Fait que c'est la partie Vietnam qu'on sait pas si c'est vrai ou pas, mais la partie accro à l'héroïne... Ça, c'est vrai. OK, ça, c'est vrai. Okay. Et je vais te le prouver tout le reste de l'épisode. Donc, après être soi-disant allé combattre au Vietnam, Joe est retourné aux États-Unis. On est rendu dans les années 80. Il rencontre une femme, héroïnomane aussi.
C'est là que la consommation de drogue de Joe, elle augmente énormément. En 88, le couple a un enfant, un petit garçon. Joe passe la plupart de son temps à ce moment-là dans la rue avec d'autres toxicomanes, puis est connu pour son tempérament colérique. Dans la rue, on lui donne le surnom de Tiny, en anglais, qui veut dire petit, minuscule. C'est un surnom assez ironique parce que le gars, il mesure 6 pieds 2, 1,90 m, puis il pèse... À son arrestation, il pèse 450 livres. Wow! Et j'imagine que là, l'épisode est sorti, fait que j'ai sûrement mis la photo du gars. Je devrais te le montrer. Attends, je pense que ça vaut la peine. Il est quelqu'un. OK! Ouais, non, c'est pas... Il est impressionnant. Oui, genre, tu le remarques ouais. S'il passe à côté de toi, là. Exact. Ouais. Et tu passes pas inaperçu. Non. Donc, il se fait surnommer Tiny. Ce qui est vraiment drôle. Joe est arrêté à plusieurs reprises pour des délits mineurs comme les agressions, possession de drogue, etc. Il consomme à ce moment-là de l'héroïne et du crack. Puis, il traîne dans les bars et il vit dans un endroit à Baltimore qui est appelé Tent City, donc la cité des tentes, qui est là où les sans-abri se sont réfugiés, comme dans un espèce de petit village qu'ils ont créé. Ça se situe en dessous du pont Hanover Street, dans le sud de Baltimore. OK. C'est bien connu. À ce moment-là, Joe a un emploi comme conducteur de chariot élévateur. Puis, à son travail, il est décrit comme intelligent, qui sait bien parler et qui est bien élevé. Ah ouais. Fait que lui, il conduit des chariots élévateurs, genre, sur le crack? Sur le crack, probablement. Ça doit être efficace en tas. Sécuritaire. Très sécuritaire. Il finit par s'acheter une petite maison, il ramasse des sous. Pour faire un peu plus d'argent, il commence à changer des transmissions de voitures dans son garage. Et à ce moment-là, ce qui est drôle, c'est que il est considéré comme un vraiment bon voisin. Parce que il fait ça, tu sais, il travaille le jour à son travail, puis les transmissions, il change ça dans son garage le soir puis de nuit. Donc, il y a tout le temps plein de voitures, puis sa porte de garage est tout le temps ouverte. Fait que les voisins, ils sont comme « Ah, cool, tu sais, on a un œil qui jette quelqu'un qui jette un coup d'œil sur le quartier. » Fait qu'il se sentait en sécurité avec ce gars-là. Puis peut-être qu'il a changé une coupe de transmission de ses voisins, genre? Ouais, probablement. Sûrement rendu service. Puis... Voilà. Puis tout le monde était au courant, probablement, qu'il y avait un problème de drogue, on s'entend. Et il y en a beaucoup qui disaient que souvent, quand il réussissait à mettre la main sur de la drogue parce qu'il pouvait pas tout le temps s'en acheter parce que ça coûte très cher, il pouvait disparaître pendant quelques jours, puis après ça, il réapparaissait comme si de rien n'était. Donc, tu sais, les gens, ils savaient. Mais personne ne disait rien parce que il dérangeait personne. En 94, il déniche un nouvel emploi comme camionneur pour une usine de palettes du nom de Joe Stein and Son Pallet Corp, qui existe encore aujourd'hui. Cette usine-là, c'est un grand entrepôt qui est isolé à la fin d'un cul-de-sac. L'entrepôt est entouré par une clôture de 2,5 mètres de haut, puis il y a du fil barbelé par-dessus, puis il y a des centaines de palettes empilées devant. En face de là, se trouve une grande zone boisée qui est inhabitée. Il n'y a pas vraiment d'activité dans l'entreprise ni dans les entreprises voisines pendant les heures du soir puis la nuit. Puis, il s'agit d'une rue sans issue où il n'y a pas de circulation piétonne. OK. Fait que, mettons que tu as envie de tuer quelqu'un, c'est un spot c'est un pas bon pire. spot, ouais. Pas vendre le punch, mais on s'entend. Joe, c'est un bon employé. Les propriétaires, ils l'aiment tellement qu'ils proposent quelque chose. Ils proposent d'habiter dans une caravane, comme un véhicule récréatif, que eux ils vont lui fournir. Puis il va habiter sur le terrain de l'entreprise, puis il va comme jeter un œil va faire la sécurité le soir puis de nuit. Donc, Joe accepte. Je vais vous le gratuitement, il est bien content. Un soir de 1994, Joe est en ville, puis il rencontre une femme de 39 ans du nom de Kathy Ann Magaziner. Kathy, c'est une travailleuse du sexe qui vient tout juste d'être condamnée pour prostitution. Joe, il va la chercher, il l'emmène dans sa voiture, puis il la conduit à sa fameuse caravane. Les deux adultes, ils discutent, font ce qu'ils ont à faire pendant à peu près 1 heure. Puis, tout d'un coup,
Joe, il saisit un fil électrique, puis il étrangle la pauvre Cathy jusqu'à ce qu'elle puisse plus respirer. Elle tombe sur le sol. Joe lui enlève le peu de vêtements qui lui reste sur le dos, puis il sort le corps de sa caravane. Il l'emmène dans une fosse pas trop profonde sur le site de l'usine pour l'enterrer, puis il décide d'enterrer ses vêtements un peu plus loin, donc pas au même endroit. Ouais. Apparemment que 6 mois plus tard, il a déterré le squelette. Il a mis la tête dans une boîte, puis il l'a jeté à la poubelle. OK. On sait pas pourquoi, mais il a avoué ça plus tard. À ce moment-là, la copine de Joe, elle se met à avoir un peu peur de lui. C'est ça, je me demandais, il est encore avec comme sa femme, copine puis son fils, mais qui habite pas dans le VR. Il habite pas dans le VR, il habite dans la maison. Fait que c'est pas très clair, cette partie-là. Mais je pense que sûrement qu'il habite dans le VR de comme quelques soirs, semaines, puis après ça, il retourne à la maison. Ouais. Tu sais, je sais pas. Et elle se met à avoir un peu... Elle se met à se méfier de son conjoint. Et l'histoire ne dit pas si elle savait qu'il venait de commettre un meurtre ou pas. Mais un soir de la même année, Joe, il rentre chez lui après un long trajet parce qu'il était camionneur et il trouve sa maison vide. Sa conjointe est partie, elle a pris toutes ses affaires et son fils. Puis, elle est juste partie. Joe va commenter plus tard en prison en disant, et je cite, « Je suis rentrée chez moi comme d'habitude, mais quand j'ai ouvert la porte et allumé la lumière, il n'y avait rien. Ma femme, il l'appelle my old lady, ma femme avait tout pris, y compris mon fils, et m'avait quitté. Son départ n'était pas mon problème. Elle a emmené mon fils de 6 ans avec elle. C'était une droguée et une merde sans valeur. Je l'aurais payé pour qu'elle sorte de ma vie. Elle n'avait qu'à emmener mon fils chez ma mère et ça aurait fini là. » Ça n'a pas fini là. Non. Donc là, le départ de la conjointe et du fils ont réveillé une énorme colère en Joe, on s'entend. 6 mois plus tard, Joe apprend que son ex l'a quitté pour aller vivre à l'autre bout de la ville avec un homme que Joe connaît super bien. C'est un proxénète, donc un pimp, pour qui la mère de l'enfant de Joe travaille maintenant. Donc elle habite avec lui, est en relation avec lui, travaille pour lui. L'ex de Joe finit par être arrêté en même temps que son pimp pour prostitution. Son fils est donc placé dans un foyer d'accueil. Et parce que à ce moment-là, Joe a un casier judiciaire déjà, il décide de ne pas essayer d'aller récupérer son fils. Il va dire plus tard, et je cite, « Il n'y avait aucune chance que j'aille voir les services sociaux pour essayer de récupérer mon fils à cause de mon casier judiciaire. Je suis donc pas partie à leur recherche, même si j'haïssais ces 2 personnes qui m'ont fait perdre mon fils. J'ai plus tard appris qu'ils allaient sous le pont et qu'ils se défonçaient avec des putains de sans-abri qui vivaient là. » Il est très... Ça sonne mieux en français, mais je les ai traduits, mais tu sais, c'est genre « these motherfuckers ». C'est plus agressif en anglais. Hey, ces putains de sans-abri. Ouais, c'est ça. Bien que Joe n'ait pas l'intention de courir après son fils, il décide quand même de s'en prendre à son ex et à son pimp. Donc, la nuit du 2 août 1995, Joe il se rend en dessous du pont Hanover Street, le Tent City que je te parlais, pour trouver les 2 adultes. Il dit, et je cite, « Je suis allé en dessous du pont pour aller les chercher, ils n'étaient pas là. Mais il y a 2 putains de sans-abri avec lesquels ils s'étaient défoncés qui étaient là. Randall Brewer et Randy Picker. Ils étaient évanouis sur un vieux matelas puant, et c'est là qu'ils étaient quand je les ai laissés. Ils étaient morts et découpés. » Oh! OK, il a découpé 2 gars random. Non, il les a trouvés comme ça. Ah, OK. Est-ce qu'il les a trouvés comme ça? Est-ce qu'il les a pas trouvés comme ça? Permets-moi d'en douter. Écoute, on raconte que ce serait Joe qui aurait trouvé les 2 hommes de 33 ans en train de consommer de l'héroïne, puis il les aurait découpés lui-même à l'aide d'une hache qui traînait là. À suivre. Je t'en reparle tantôt. Après avoir découvert / peut-être tué les 2 sans-abri, Joe il continue sa route parce qu'il est déçu de ne pas avoir trouvé les 2 personnes qu'il cherchait. Il aperçoit alors une femme marcher comme en haut sur la rue. Puis, cette femme-là était aussi clairement intoxiquée puis elle s'en venait à Tent City. Il commence à lui faire la conversation et il l'attire en dessous du pont où lui est.
Il pose des questions pour savoir si elle connaissait son ex puis le pimp qu'il cherchait, mais la femme, elle donne aucune information pertinente puis il voit qu'il n'est pas là. Elle est intoxiquée. Probablement que lui aussi. Frustré, Joe décide de jeter sa colère sur la pauvre femme. Il se met à la battre violemment. Il la viole, puis il finit par la tuer. Il place son corps dans un buisson à côté. Et là, toujours rempli de rage, Joe y aperçoit une deuxième femme qui marche sur la rue. Puis là, il se dit, la première femme était tellement facile à attirer que cette femme-là doit subir le même sort. Donc, il commence à parler à la femme, il l'attire en dessous du pont, la questionne, commence à la battre, la viole, la tue. Et là, il pense à placer le corps dans le buisson où se trouve sa première victime du même soir. Mais il change d'avis, puis il décide de lancer les corps dans la rivière après les avoir attachés à des roches pour qu'ils coulent. OK. Et ensuite, au lieu de rentrer chez lui et de se calmer... Ouais, après 4 meurtres. Il aperçoit une troisième femme. Police. Même chose. Hein? La tire en dessous du pont, la part, la bat, la viole, la tue. Donc, Joe commentera plus tard cette nuit-là en disant, et je cite, « Ce fut une nuit très chargée pour moi. Je comprends. 5 meurtres en l'espace de 7 heures. Je me suis baignée dans la rivière et j'ai nettoyé la scène du crime du mieux que j'ai pu, puis je suis partie. » Donc, il a avoué que c'était lui qui avait découpé les 200 abris. Et 5, tu sais, genre, il s'est transformé en tueur en série en une nuit. Ouais. Je pense que c'est la première fois que j'entends ça. Tu sais, je veux dire, des meurtres de masse, là, genre, quelqu'un qui arrive avec un fusil, whatever, tu sais, ça se peut. Il y en a eu. Mais de même, genre, des meurtres comme individuels, genre... Pas du tout prémédité, en plus. Parce que lui, il s'en venait chercher son ex puis le pimp. Et là, j'avais pas prévu de faire ça. C'est vraiment fucked up. C'est la première fois que j'entends comme une histoire de même. Et c'est même pas fini! Et là, ce que Joe, il sait pas, c'est qu'il y a un peu plus loin, il y a un pêcheur qui se trouve là, parce que là, on est rendu le matin. Il y a un pêcheur matinal qui se trouve sur les lieux, puis il voit pas les crimes, il voit pas Joe, mais il aperçoit un des corps flotter dans la rivière. Donc là, il alerte les autorités. Et les autorités se rendent sur les lieux. Ils trouvent immédiatement les corps des 2 sans-abri sur le matelas qui ont été découpés, parce que les autres sont à découvert. Évident, on s'entend. Et ils retrouvent jamais les corps des 3 femmes. Non? Mais pourtant, le pêcheur... Ils ont vu, mais elle est dans la rivière, elle flotte. Fait que, à part. Puis ils n'ont pas retrouvé. Non. Peu de temps après, Joe est arrêté pour les meurtres de Randall Brewer et de Randy Picker, parce qu'il avait pas très, très bien nettoyé la scène du crime, on s'entend. Au procès, en juillet 96, on découvre que l'arme du crime, la hache qu'il avait utilisée pour découper les corps, elle appartient à un dénommé Larry Amos, qui s'en est d'abord, lui, servi pour tuer un autre sans-abri, qui s'appelait Everett Dowell. Ah! Donc, Larry Amos, il est arrêté, puis il est accusé de meurtre au premier degré. Et j'ai juste mis dans l'histoire parce que c'est quand même drôle. Il plaide coupable d'homicide involontaire. Il obtient une sentence de 8 ans, mais il purge 1 an et 9 mois. Hein? Pour avoir tué quelqu'un à la hache. Ben, selon les histoires puis les podcasts que j'ai écoutés, c'est que dans ce temps-là, tu sais, la police, les prostituées puis les sans-abri... Ça comptait pas pour beaucoup. Ils s'en foutaient un peu, tu sais. Fait que c'est comme, t'as tué un sans-abri, c'est moins grave. Genre, exactement. Qu'un autre être humain. Genre. Exactement. Fait que, tu sais, je pense que c'est un peu pour ça. Mais c'est mon opinion, là, c'est pas prouvé nulle part. C'est dommage. Tu sais, genre, j'imagine le Joe qui est comme, ah, t'aurais pas une hache, genre, pour tuer du monde. Ah, attends, j'ai ce qu'il te faut. Oui, j'ai ce qu'il faut. J'ai justement ce qu'il te faut. Puis ça fonctionne bien, je l'ai déjà testé. C'est ça. Oh my God. Mais ça a l'air qu'à cette époque-là, dans les années 90, à Baltimore, il y avait comme une guerre des sans-abri. Puis que OK. c'était vraiment savage. Sauvage. Excusez. Donc, pour ce qui est de Joe, lui, il y a un jury qui conclut qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour le condamner pour les meurtres de Brewer et Picker. Oh. Il y avait comme trop de chances que ce soit aussi Larry Amos qui a tué les 2 hommes. Ouais. Fait que, tu sais,
Vu que c'était sa hache. C'est un doute raisonnable. Fait voilà. Effectivement. Donc, Joe Metheny est libre comme l'air. Oh! Et plus tard, il va avouer que c'est bien lui qui a tué et découpé les deux sans-abri. Il dit, et je cite, « 2 semaines et demie plus tard, j'ai été arrêté et accusé des meurtres des 2 hommes que j'avais découpés. J'ai passé près de 18 mois dans la prison de Baltimore en attendant mon procès. Le procès a duré 1 semaine. Il a été rejeté par le tribunal en raison de manque de preuves. » Fait que lui, il raconte ça bien banal. Donc là, Joe, il est libre comme l'air. Ouais. Fait que là, lui, après, là, il vient de passer 18 mois en prison en attendant son procès. Et là, il souhaite retrouver sa vie d'avant. Donc, il retourne à l'usine où il travaillait, Joe Stein & Sons Pallet Corp. Puis, il demande à revoir son emploi puis sa caravane. Mm-hmm. Les propriétaires y acceptent puis ils fournissent même les clés de la porte d'entrée puis du bâtiment principal. Donc, lui, confiance absolue en ce gars-là. Eh boy. Donc, Joe vit sa petite vie dans sa caravane, travaille fort à l'entrepôt de palettes, puis il continue de consommer de l'héroïne et du crack. Tout roule. Ça va très bien. Par contre, il se rend compte que il y a encore cette envie / besoin de tuer. Il a pris goût, tu sais. Et il se dit qu'il va assainir son envie de meurtre, mais en faisant le bien. Il se dit qu'il va nettoyer les rues de Baltimore en tuant seulement des prostituées et des toxicomanes. OK. Il se prend pour un genre de Dexter. De justicier. Ouais, genre. Et là, parce qu'on change pas une formule gagnante, hein, Joe, il va utiliser exactement le même stratagème que pour ses premières victimes. À la mi-novembre 96, il commence sa nouvelle mission de nettoyer Baltimore. Ah, j'ai pensé à la mission. Oui, capitaine Patinode. Oui. De nettoyer Baltimore. Il se rend en dessous du pont de la rue Hanover, puis il attire une jeune femme qui marche juste là. Il s'agit de Kimberly Lynn Spicer. La pauvre est poignardée, violée et tuée. Et Joe, il jette pas le corps dans la rivière parce que là, il veut s'assurer que le corps flotte puis que personne le voit. Ouais. Il ramène donc le corps de Kimberly à l'usine de palettes, puis il la cache. Quelques jours plus tard, Joe tue une femme du nom de Tony Lynn Ingracia, qui a 28 ans. Il est inculpé pour ce meurtre-là, mais les charges sont abandonnées pour manque de preuves. Encore une fois. Mais encore là, c'était une prostituée, donc est-ce que la police s'en est juste pas occupée, tu sais? Il affirme aussi avoir tué 3 autres prostituées le long du Washington Boulevard à Baltimore, mais il n'est pas condamné parce que les corps sont jamais retrouvés. Encore une fois. Jamais de preuves contre ce gars-là. Le 8 décembre, Joe y emmène une travailleuse du sexe, encore une fois, du nom de Rita Kemper, dans sa caravane. Ils consomment la drogue ensemble. Puis Joe, il fait des avances, mais Rita, elle veut pas avoir une relation sexuelle avec lui. Elle le repousse, puis elle ouvre la porte de la caravane, puis elle s'enfuit. Joe, il la poursuit, réussit à la rattraper, parce que lui, il connaît les lieux, puis elle, non, on s'entend. Il y a comme une petite longueur d'avance. Il la ramène dans la caravane pour essayer de la violer. Joe, il lui dit en baissant son pantalon, et je cite, « Je vais te tuer, puis je vais t'enterrer dans les bois avec les autres filles. » Rita réussit quand même à s'échapper. Elle court le plus vite possible. Puis, cette fois-là, Joe réussit pas à la rattraper. Yes. On s'entend que le gars, il pèse 400-450. Ouais, c'est ça. Je suis comme... Il est grand, mais il est gros. Fait que, il va pas faire des gros sprints, là. Fait que Rita, elle se rend directement dans un poste de police. Oui. Joe, il va commenter plus tard. Et je cite. « J'ai fait descendre une autre chienne dans ma caravane. Ah bon? Je l'ai fait entrer, puis j'ai commencé à y arracher ses vêtements, puis à la frapper. Elle criait, mais il n'y avait personne dans le coin, puis j'ai continué à me moquer d'elle. Je me suis retournée pendant une fraction de seconde. C'était mon erreur. Elle s'est enfuie avant que je puisse l'attraper. Il y avait une clôture de 8 pieds avec du fil barbelé sur le dessus, puis une pile de palettes en bois à côté de la clôture d'environ 10 pieds de haut. Cette salope a escaladé les palettes comme un singe, a sauté la clôture et a couru le long de la route principale, où un gars dans un pick-up l'a ramassé, l'a amené à un dépanneur proche où ils ont appelé la police. C'est qu'une deuxième femme se sauve?
Non, c'est la même. OK, c'est Rita, ça. Il commente qu'est-ce qui s'est passé dans le fond. OK. Donc, Joe est arrêté après la plainte de Rita. Mhm. Pour une raison inconnue, il est relâché. Est-ce que c'est parce que Rita, c'est une prostituée, elle n'a pas de crédibilité aux yeux de la police? Qui sait? Dans tous les cas... là, tu sais, ça fait plusieurs fois que il y a des gros doutes sur lui, là. Un moment donné, là, allumé, gang. Non. Dans tous les cas, Joe, il est encore libre, mais il commence comme à craindre qu'on retrouve des traces de ses victimes. T'sais, il a quand même avoué à Rita qu'il allait l'enterrer. T'sais, il a carrément dit qu'il y avait d'autres filles dans le boisé. Donc, il sait pas qu'est-ce qu'elle a dit à la police. Le 15 décembre, Joe il demande à un ami de l'aider à enterrer le corps de Kimberly qui était caché sur le site de l'entrepôt. Il l'avait tué un mois plus tôt. L'ami en question, il a dit non. Il est allé voir la police. Bon. Enfin, un cerveau. Donc, Joe est arrêté, inculpé de meurtre le même jour, le 15 décembre. Le propriétaire de l'entreprise, Joe Stein & Son Pallet Corp, il est aussi arrêté ce jour-là pour complicité après les faits. Apparemment qu'il aurait aidé Joe à éliminer des preuves. Oh! J'ai pas d'autres informations là-dessus. Je sais pas s'il a été condamné. Je sais pas si c'est vrai. Mais Joe Stein & Son Pallet Corp, c'est difficile à dire, existe encore aujourd'hui. Fait que je sais pas. Après son arrestation, Joe avoue les meurtres de Kathy et de Kimberly. Il conduit même la police à la fosse où il a enterré les restes décapités de Kathy. Il y a une grande partie du crâne qui manquait, mais la police a pu l'identifier grâce à des dossiers dentaires. Au total, Joe avoue 10 meurtres, mais la police ne retrouve aucun corps. Donc, ils n'ont toujours pas de preuves. Ben là, le corps de à part Kathy, puis là, ils ont le cas de Rita, puis ils ont le corps de Kathy, mais c'est tout. Kathy Kimberly. Donc, là, la partie d'aigle. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, ça va. Là. C'est là. Il n'y a pas de mal de cœur. OK, partie d'aigle, tout le monde. Si t'as mal au cœur, skip une couple de minutes. Comme on sait, être accro à l'héroïne puis au crack, ça coûte cher. Ouais. Fait que là, Joe, il travaille vraiment fort à l'usine, mais il ouvre aussi une petite business. Un food truck de burgers qui s'est installé sur le bord de la route. Ses spécialités, c'est le burger de porc puis le burger de bœuf. Oh non. Apparemment que les gens en raffolent puis ils se déplacent pour aller goûter. Joe, il met un petit ingrédient spécial dans ses burgers qu'il appelle sa viande spéciale. Je te lis une citation de Joe. « J'ai tué et dépecé les corps. J'ai découpé la viande et je l'ai mise dans des plats Tupperware que j'ai mis au congélateur. J'ai enterré les restants des corps dans le boisé derrière l'usine. Les 2 semaines suivantes, le week-end, j'ai ouvert un petit stand de burgers en plein air. Je proposais des vrais burgers au rôti de bœuf et au porc. Pourquoi pas? Il était super bon. Le goût de la viande humaine est très proche de celui de la viande de porc si on la mélange correctement. Personne ne peut faire la différence. » Arc. J'ai eu mal au cœur. Arc. Il aurait aussi dit, et je cite, « La prochaine fois que vous vous promenez sur la route puis que vous verrez par hasard un stand de bœuf à ciel ouvert puis que vous auriez jamais vu auparavant, pensez à cette histoire avant de prendre une bouchée. » C'est un bon conseil, Joe. Merci. Ça me donne vraiment mal au cœur de penser de croquer, tu sais. Donc, c'est grâce à ces burgers que Joe il réussissait à faire disparaître les corps de ses victimes. Puis, c'est quand son stand de burgers fonctionnait trop bien qu'il a manqué de stock. Puis c'est là, à ce moment-là, qu'il est allé chercher la pauvre Rita. Il avait manqué de viande pour ses burgers. Oh my God. Fait que Rita était censée devenir un burger. Avant d'aller chercher Rita, il aurait aussi dit « Tout se passait bien jusqu'à ce que je sois à court de ma viande spéciale. » C'est comme ça qu'il appelait ça. Ça m'écoeure. Oh my God. Fait qu'un humain, ça coûte pas mal comme du porc. C'est bon à savoir. Ben, ça me fait penser à l'autre, là, qui avait sa viande spéciale, là. Les cochons? Ouais, le cochon. Ouais. C'est... Colin. Picton. Ouais, Picton, ouais. Robert Picton? Robert Picton, ouais. C'est moi qui l'avais fait ça. Ouais. Donc, à ses procès, l'avocat de Joe,
Il dit que son client a des remords, puis que les drogues puis l'alcool, ça a changé sa personnalité, puis ça l'a rendu violent, blablabla, blablabla. Joe, il répond « Non, j'ai pas de remords, je tuerais encore, c'est les meilleurs hamburgers que j'ai jamais servis. » Ben open, le gars. Aïe, aïe. En 97, au procès pour l'agression sur Rita Kemper, Joe obtient une sentence de 50 ans de prison pour l'enlèvement et la tentative d'agression sexuelle. Bon. Encore pour une raison qui nous échappe, il est acquitté. Hein? L'année d'après, 98, au procès pour le meurtre de Kimberly, Joe est condamné à la peine de mort. Il déclare alors qu'il tue parce qu'il aime ça, puis que le rush d'adrénaline l'excite et qu'il n'y a aucune autre excuse que le fait qu'il aime tuer. C'est sa déclaration. En août 98, Joe plaide coupable pour le viol puis le meurtre de Kathy Ann Magaziner. Les procureurs demandent la peine de mort, mais Joe obtient prison à vie. En 2000, sa condamnation à mort pour le meurtre de Kimberly est annulée parce que, soi-disant, le meurtre avait été commis dans le cadre d'un vol. Joe avait donc pas l'intention de tuer. Apparemment qu'ils ont réussi à prouver qu'il voulait la voler et non la tuer. Est-ce que c'était légitime défense? Je sais pas. À son audience, Joe il était prêt à mourir. Là, il était tanné. Fait qu'il a supplié le jury d'y infliger la peine de mort. Ah ouais. Il a dit, et je cite, « Les mots « je suis désolé » ne sortiront jamais de ma bouche parce que ce serait un mensonge. Je suis plus que disposée à renoncer à ma vie pour ce que j'ai fait à Dieu, pour que Dieu me juge et m'envoie en enfer pour l'éternité. La seule chose dont je me sens mal, c'est que j'ai pas pu tuer les deux enfoirés, mon ex et le bâtard avec qui elle couchait. » Joe Metheny a été retrouvé mort dans sa cellule de prison à la Western Correctional Institution de Cumberland, dans le Maryland, le 5 août 2017, à l'âge de 62 ans. Il pesait alors 460 livres. Parce que, ce que j'ai pas mentionné aussi dans l'histoire, c'est que ses burgers, il les mangeait aussi. Ah, c'est ça. Ben, clairement, il avait l'air d'y trouver bon, là. Fait que oui, Ouais. j'avais comme compris qu'il en avait mangé. Il a continué à prendre du poids. À prendre de l'expansion. Voilà. Donc, il a purgé, genre, 20 ans, là. Puis après ça, Puis il est décédé à 62 ans. Mais il s'est tué ou il est mort? On sait pas. On sait pas, OK. Il a été retrouvé mort. On sait pas si c'est un suicide ou si c'est... Une crise cardiaque, qu'est-ce qui pesait... Il y a peut-être ça. Trop. On sait pas. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations sur cette histoire-là. C'est juste... il y a une série télévisée qui a été faite sur lui. Il y a quelques sites web. Il y a très peu d'épisodes de podcast qui ont été faits sur lui. Ouais, c'est surprenant parce que c'est quand même une histoire... Dégueulasse. Dégueulasse, ouais, tu sais. Oui, en effet. Il y a une série qui s'appelle Mr. Meat qui est sortie en espagnol. Señor Carne. Ouais, je sais pas. Attends, c'est ça en espagnol? Ouais, je pense que oui. En tout cas, bref. Puis, dans le fond, les trois femmes qui ont lancé dans la rivière, on saura jamais c'était leur identité parce que les corps n'ont pas été retrouvés puis lui, il pouvait pas dire c'était qui, dans le fond. Exactement. Ah ouais, c'est triste, ça. Puis parce que c'était des travailleurs du sexe, on s'en fout. Ouais, c'est ça, la police C'est a pas des humains. plus cherché Non. que ça. Tu sais, c'était dans les années 80-90, là, ça me surprend pas, on dirait. Ouais. Que la police a comme fait. Non, moi, je gère pas ça, là. C'est pas des humains, ces gens-là. Donc voilà, c'était l'histoire dégueulasse du gars qui mange ses victimes. Arc! Avec appétit. J'ai pas fait de recherche parce que je veux... volontairement, parce que je veux pas tomber là-dessus, mais c'est ça qu'il y a des... pas des groupes, mais il y a des témoignages qui sont sortis de gens qui sont allés manger des burgers. C'est sûr, mais à ces stands-là. Là. C'est sûr. Puis tu sais, Joe Metheny, après que t'aies vu sa photo... Tu sais, quand tu le croises à quelque part, il passe pas inaperçu. Ouais. Tu t'en rappelles si t'as mangé un burger de ce gars-là. Déjà là, tu sais, ça ressemblait à quoi son stand? Ah, ça devait être sketch en tabarouette, là. Ouais. Mais en même temps, il savait ce qu'il fait. Tu sais, sa mère était chauffeuse de ouais, c'est vrai, de food truck. Puis de... Ouais. Je sais pas. Peut-être que c'était un très bon cook. Écoute, Peut-être. il savait exactement quelle quantité mettre, quel ratio humain-porc tu mets pour que ton burger goûte bon. Et il a goûté aussi. Donc, il sait, tu sais.
Andrew, quand il cuisine, il fait tout le temps... Il goûte toujours tout. Mm-hmm. Je pense que c'est les qualités d'un bon cuisinier. Ouais. D'écouter ça. De tout goûter. Excusez. J'ai mal au cœur. Donc, voilà. C'était mon histoire. Ça me tentait plus de faire ça Ben oui, cette non, mais je semaine comprends. qu'un féminicide proche d'ici. J'avais le goût Ouais, comme de ouais. me détacher un peu. Puis Oui. de... C'est pas léger comme histoire, là, vraiment pas. Mais ouais, vu que c'est comme plus loin de nous, on dirait que c'est comme plus facile à traiter. Ça a été plus facile à écrire que le féminicide. Que je vais faire, inquiétez-vous pas. Mm-hmm. J'ai promis que je ferais un incels. Si vous savez pas c'est quoi, googlez-le pas. Je vous l'explique dans l'épisode numéro 2 de la Polytechnique. Ouais. Qui va sortir, je sais pas quand, parce que j'ai aucune idée de notre calendrier. Je pense qu'il est déjà sorti. Non. Oui? Bref, je pense qu'il sort après Poly 2. Je te laisse gérer. Je vais te tenir au courant, vu que c'est toi Merci. qui fais les pauses. Ils sont programmés déjà. Il va Ah. falloir que je fasse attention. OK. On va... On aura une discussion pas devant le micro. Ouais, À OK. propos de... pas pertinent pour personne. Non, OK. Bon, fait que voilà l'histoire de cette semaine. Merci beaucoup de nous avoir Merci. écoutés. Attends, t'avais pas un niaiserie sur Saint-Jérôme? Une niaiserie. Ah oui! C'est pas une niaiserie, c'est un point positif. Ah, un point positif, Saint-Jérôme. Oui. Tabarouette. Rosalie, elle nous écrit « Pour Saint-Jérôme, on en fait une pub très trash avec raison bien souvent. En plus, il n'y a pas grand-chose dans cette ville-là. On dirait Montréal, mais juste les trash sides. Haha. Bref, j'ai grandi à Saint-Jérôme et dernièrement, j'ai trouvé le spot pour les étudiants, travailleurs autonomes, entrepreneurs, etc. pour aller travailler dans un endroit cosy. C'est à côté du cégep et de l'université, donc vraiment pratique. Ils ont même le café à volonté gratuit. Ah, c'est nice, ça. Tout pour dire qu'il n'y a pas juste du trash. Elle dit, il n'y a pas juste du trash. Il y a aussi des nice spots, une fois de temps en temps. Et j'ai demandé c'était où le spot, et elle a dit ça s'appelle 3C Coworking. Donc, Bon. merci Rosalie. Pour un point positif sur Un point Saint-Jérôme. positif sur Saint-Jérôme. Ça en Écoute, prend. ça de arrive temps en pas temps. souvent, mais il y en a. Ouais. Fait que sur ce beau point positif, on vous souhaite une belle semaine. Et voilà. Et voilà. À la bine prochaine. Bye! Bye! Crime de Bin est une idée originale de Mélanie Bouchard et Hélène Thompson. Mixage sonore et musique originale d'Anthony Castonguay-Harvey. Encouragez-nous, suivez nos aventures sur Instagram et sur Facebook. Et pour un épisode bonus par mois, abonnez-vous à notre Patreon. Merci Binku! Bye!